Hippias ou du beau. Platon, traduction Victor Cousin. Socrate, Hippias. Socrate. Ô sage et excellent Hippias, combien il y a que tu n'es venu à Athènes? Hippias. En vérité, Socrate, je n'en ai pas eu le loisir. Lorsque l'Élide a quelque affaire à traiter avec une autre cité, elle s'adresse toujours à moi préférablement à tout autre citoyen, et me choisit pour son envoyé, persuadée que personne n'est plus capable de bien juger et de lui faire un rapport fidèle des choses qui lui sont dites de la part de chaque ville. J'ai donc été souvent député en différentes villes, mais le plus souvent à Lacédémone, et pour un plus grand nombre d'affaires très importantes. C'est pour cette raison, puisque tu veux le savoir, que je viens rarement en ces lieux. Socrate. Voilà ce que c'est, Hippias, d'être un homme vraiment sage et accompli, car d'abord tu es en état de procurer aux jeunes gens des avantages bien autrement précieux que l'argent qu'ils te donnent en grande quantité. Et ensuite, tu peux rendre à ta patrie de ces services capables de tirer un homme de la foule et de lui acquérir de la renommée. Cependant, Hippias, quelle peut bien être la cause pour laquelle ces anciens, dont les noms sont si célèbres pour leur sagesse, un Pittacus, un Bias, un Thalès de Milet, et ceux qui sont venus depuis, jusqu'à Anaxagoras, se sont tous ou presque tous éloignés des affaires publiques? Hippias. Quelle autre raison, Socrate, penses-tu qu'on puisse alléguer, si ce n'est leur impuissance à embrasser à la fois les affaires de l'État et celles des particuliers? Socrate. Quoi donc, au nom de Jupiter? Est-ce que, comme les autres arts se sont perfectionnés, et que les ouvriers du temps passé sont des ignorants auprès de ceux d'aujourd'hui, nous dirons aussi que votre art, à vous autres sophistes, a fait les mêmes progrès, et que ceux des anciens qui s'appliquaient à la sagesse n'étaient rien en comparaison de vous? Hippias. Rien n'est plus vrai. Socrate. Ainsi, Hippias, si Bias revenait maintenant au monde, il paraîtrait ridicule auprès de vous, à peu près comme les sculpteurs disent que Dédale se ferait moquer si de nos jours il faisait des ouvrages tels que ceux qui lui ont acquis tant de célébrité. Hippias. Au fond, Socrate, la chose est comme tu dis. Cependant, j'ai coutume de louer les anciens et nos devanciers plus que les sages de ce temps, car si je suis en garde contre la jalousie des vivants, je redoute aussi l'indignation des morts. Socrate. C'est fort bien pensé et raisonné, Hippias, à ce qu'il me semble. Et je puis aussi te rendre témoignage que tu dis vrai, et que ton art s'est réellement perfectionné pour la capacité de joindre l'administration des affaires publiques aux affaires particulières. En effet, le fameux Gorgias, sophiste de Léontium, est venu ici avec le titre d'envoyé de sa ville, comme le plus capable de tous les Léontins de traiter les affaires d'État. Il s'est fait beaucoup d'honneur en public par son éloquence. Et, dans le particulier, en donnant des leçons et en conversant avec les jeunes gens, il a amassé et emporté de grosses sommes d'argent de cette ville. Veux-tu un autre exemple? Notre ami Prodicus a souvent été député par ses concitoyens auprès de beaucoup de villes, et, en dernier lieu, étant venu, il y a peu de temps, de Chéos à Athènes, il a parlé dans le Sénat avec de grands applaudissements. Et donnant chez lui des leçons, et s'entretenant avec notre jeunesse, il en a tiré des sommes prodigieuses. Parmi les anciens sages, aucun n'a cru devoir exiger de l'argent pour prix de ses leçons, ni faire montre de son savoir devant toutes sortes de personnes,
tant ils étaient simples et savaient peu le mérite de l'argent. Mais les deux sophistes que je viens de nommer ont plus gagné d'argent avec leur sagesse qu'aucun ouvrier n'en a retiré de quelque art que ce soit. Et Protagoras, avant eux, avait fait la même chose. Hippias. Je vois bien, Socrate, que tu n'entends pas le fin de notre profession. Si tu savais combien elle m'a valu d'argent, tu en serais étonné. Et pour ne point parler du reste, étant une fois allé en Sicile, lorsque Protagoras y était, et y jouissait d'une grande réputation, quoiqu'il eût déjà un certain âge, et que je fusse beaucoup plus jeune que lui, j'amassai en fort peu de temps plus de 150 mines et plus de 20 mines d'un seul petit endroit qu'on appelle Inicum. De retour chez moi, je donnai cette somme à mon père qui en fut surpris et frappé, ainsi que nos autres concitoyens. Et je crois avoir gagné seul plus d'argent que deux autres sophistes ensemble, quels qu'ils puissent être. Socrate. En vérité, Hippias, voilà une belle et grande preuve de ta sagesse, de celle des hommes de notre siècle, et de leur supériorité à cet égard sur les anciens. Il faut convenir, d'après ce que tu dis, que l'ignorance de vos devanciers était extrême, puisqu'on rapporte qu'il est arrivé à Anaxagoras lui-même tout le contraire de ce qui vous arrive. Ses parents lui ayant laissé de grands biens, il les négligea et les laissa périr entièrement, tant sa sagesse était insensée. On raconte des traits à peu près semblables d'autres anciens. Il me paraît donc que c'est là une marque bien claire de l'avantage que vous avez sur eux du côté de la sagesse. C'est aussi le sentiment commun qu'il faut que le sage soit principalement sage pour lui-même, et la fin d'une pareille sagesse est d'amasser le plus d'argent que l'on peut. Mais en voilà assez là-dessus. Dis-moi encore une chose. De toutes les villes où tu as été, quelle est celle dont tu as rapporté de plus grosses sommes? Il ne faut pas le demander. C'est sans doute Lacédémone, où tu es allé plus que partout ailleurs. Hippias. Non, par Jupiter, Socrate. Socrate. Que dis-tu là? Est-ce de cette ville que tu aurais tiré le moins d'argent? Hippias. Je n'en ai jamais tiré une obole. Socrate. Voilà une chose bien étrange, et qui tient du prodige, Hippias. Dis-moi, je te prie, n'aurais-tu point assez de sagesse pour rendre meilleur du côté de la vertu ceux qui te fréquentent et prennent tes leçons? Hippias. J'en ai de reste pour cela, Socrate. Socrate. Est-ce donc que tu étais en état de rendre meilleurs les enfants des Éniciens, et que tu ne pouvais en faire autant des enfants des Spartiates? Hippias. Il s'en faut de beaucoup. Socrate. C'est apparemment que les Siciliens sont curieux de devenir meilleurs, et que les Lacédémoniens ne s'en soucient pas. Hippias. Au contraire, Socrate, les Lacédémoniens n'ont rien plus à cœur. Socrate. Aurait-il, par hasard, fui ton commerce faute d'argent? Hippias. Nullement, ils en ont en abondance. Socrate. Puisque les Lacédémoniens désirent devenir meilleurs, qu'ils ont de l'argent, et que tu peux leur être infiniment utile à cet égard, pourquoi donc ne t'ont-ils pas renvoyé chargés d'argent? Cela ne viendrait-il point de ce que les Lacédémoniens élèvent mieux leurs enfants que tu ne ferais? Est-ce là ce que nous dirons, et en conviens-tu? Hippias. J'en suis bien éloigné. Socrate.
N'aurais-tu pu réussir à persuader aux jeunes gens de Lacédémone qu'en s'attachant à toi, ils avanceraient plus dans la vertu qu'auprès de leurs parents? Ou bien n'as-tu pu mettre dans l'esprit de leur père que, pour peu qu'ils prissent intérêt à leurs enfants, ils devaient en confier l'éducation plutôt que de s'en charger eux-mêmes? Sans doute qu'ils n'enviaient point à leurs enfants le bonheur de devenir aussi vertueux qu'il est possible. Hippias. Non, je ne le pense pas. Socrate. Lacédémone est pourtant une ville bien policée. Hippias. Sans contredit. Socrate. Mais dans les villes bien policées, la vertu est ce qu'on estime le plus. Hippias. Assurément. Socrate. Personne au monde n'est d'ailleurs plus capable que toi de l'enseigner aux autres. Hippias. Personne, Socrate. Socrate. Celui qui saurait parfaitement apprendre à monter à cheval, ne serait-il pas considéré en Thessalie plus qu'en nul autre endroit de la Grèce? Et n'est-ce pas là qu'il amasserait le plus d'argent, ainsi que partout où l'on aurait de l'ardeur pour cet exercice? Hippias. Il y a apparence. Socrate. Et un homme capable d'enseigner les sciences les plus propres à inspirer la vertu ne sera point honoré principalement à Lacédémone et dans toute autre ville grecque gouvernée par de bonnes lois? Il n'en retirera pas, s'il le veut, plus d'argent que de nulle autre part? Et tu crois, mon cher, qu'il fera plutôt fortune en Sicile et à Inicum? Te croirais-je en cela, Hippias? Car si tu leur donnes, il faudra bien te croire. Hippias. Ce n'est point l'usage, Socrate, à Lacédémone, de toucher aux lois, ni de donner aux enfants une autre éducation que celle qui est établie. Socrate. Comment dis-tu? L'usage n'est point à Lacédémone d'agir sagement, mais de faire des fautes? Hippias. Je n'ai garde de dire cela, Socrate. Socrate. N'agiraient-ils pas sagement s'ils donnaient à leurs enfants une éducation meilleure au lieu d'une moins bonne? Hippias. J'en conviens, mais la loi ne permet pas, chez eux, d'élever les enfants suivant une mode étrangère. Sans cela, je puis te garantir que si quelqu'un avait jamais reçu de l'argent à Lacédémone pour former la jeunesse, j'en aurais reçu plus que personne. Ils se plaisent à m'entendre et m'applaudissent, mais, comme je viens de le dire, la loi est contre moi. Socrate. Par la loi, Hippias, entends-tu ce qui est nuisible ou salutaire à une ville? Hippias. On ne fait des lois, ce me semble, qu'en vue de leur utilité, mais elles nuisent quelquefois quand elles sont mal faites. Socrate. Quoi? Les législateurs, en faisant des lois, ne les font-ils point pour le plus grand bien de l'État? Et sans cela, n'est-il pas impossible qu'un État soit bien policé? Hippias. Tu as raison. Socrate. Lors donc que ceux qui entreprennent de faire des lois en manquent le but, qui est le bien, il manque ce qui est légitime et la loi elle-même. Qu'en penses-tu? Hippias. À prendre la chose à la rigueur, Socrate, cela est vrai, mais les hommes n'ont point coutume de l'entendre ainsi. Socrate. De qui parles-tu, Hippias? Des hommes instruits ou des ignorants? Hippias. Du grand nombre. Socrate. Mais ce grand nombre, connaît-il la vérité? Hippias. Pas du tout. Socrate. Ceux qui la connaissent regardent sans doute le plus utile
comme plus légitime en soi pour tous les hommes que ce qui est moins utile. Ne l'accordes-tu pas? Hippias. Oui, plus légitime, je te l'accorde. Socrate. Et les choses sont en effet comme les personnes instruites les conçoivent. Hippias. Oui. Socrate. Or, il est plus utile, ce que tu dis, pour les Lacédémoniens, d'être élevés selon ton plan d'éducation, quoiqu'il soit étranger, que suivant le plan reçu chez eux. Hippias. Et je dis vrai. Socrate. N'avoues-tu pas aussi, Hippias, que ce qui est plus utile est plus légitime? Hippias. J'en suis convenu, en effet. Socrate. Donc, selon tes principes, il est plus légitime pour les enfants de Lacédémone d'être élevés par Hippias et moins légitime d'être élevés par leurs parents si réellement ton éducation doit leur être plus utile. Hippias. Elle le serait, Socrate. Socrate. Ainsi, les Lacédémoniens pèchent contre la loi lorsqu'ils refusent de te donner de l'argent et de te confier leurs enfants. Hippias. Je te l'accorde, aussi bien qu'il me paraît que tu parles pour moi, et j'aurais tort de te contredire. Socrate. Voilà donc, mon cher ami, les Lacédémoniens convaincus de violer les lois, et cela sur les objets les plus importants, eux qui passent pour le mieux polissé de tous les peuples. Mais, au nom des dieux, Hippias, en quelle occasion t'applaudissent-ils et t'écoutent-ils avec plaisir? C'est apparemment quand tu leur parles du cours des astres et des révolutions célestes, toutes choses que tu connais mieux que personne. Hippias. Point du tout. Ils ne peuvent supporter ces sciences. Socrate. C'est donc sur la géométrie qu'ils aiment à t'entendre discourir. Hippias. Nullement. La plupart d'entre eux ne savent pas même compter, pour ainsi dire. Socrate. Par conséquent, il s'en faut bien qu'ils t'écoutent volontiers quand tu expliques l'art du calcul. Hippias. Oui, certes, il s'en faut bien. Socrate. C'est sans doute sur les choses qu'aucun homme n'a distingué avec plus de précision que toi la valeur des lettres et des syllabes, des harmonies et des mesures. Hippias. De quelles harmonies, mon cher, et de quelles lettres parles-tu? Socrate. Sur quoi donc se plaisent-ils à t'entendre et t'applaudissent-ils? Dis-le-moi toi-même, puisque je ne saurais le deviner. Lorsque je leur parle, Socrate, de la généalogie des héros et des grands hommes, de l'origine des villes et de la manière dont elles ont été fondées dans les premiers temps, et en général de toute l'histoire ancienne, c'est alors qu'ils m'écoutent avec le plus grand plaisir. De façon que pour les satisfaire, j'ai été obligé d'étudier et d'apprendre avec soin tout cela. Socrate. En vérité, Hippias, tu es heureux que les Lacédémoniens ne prennent pas plaisir à entendre nommer de suite tous nos archontes depuis Solon, sans quoi tu aurais pris bien de la peine à te mettre tous ces noms dans la tête. Hippias. Quelle peine, Socrate! Je n'ai qu'à entendre une seule fois 50 noms, je les répéterai par cœur. Socrate. Tu dis vrai. Je ne faisais pas attention que tu possèdes l'art de la mnémonique. Je conçois donc que c'est avec beaucoup de raison que les Lacédémoniens se plaisent à tes discours. Toi qui sais tant de choses, et qu'ils s'adressent à toi comme les enfants aux vieilles femmes, pour leur faire des contes divertissants. Hippias.
Je t'assure, Socrate, que je m'y suis fait dernièrement beaucoup d'honneur en exposant quelles sont les belles occupations auxquelles un jeune homme doit s'appliquer, car j'ai composé là-dessus un fort beau discours, écrit avec le plus grand soin. En voici le sujet et le commencement. Je suppose qu'après la prise de Troie, Néoptolème, s'adressant à Nestor, lui demande quels sont les beaux exercices qu'un jeune homme doit cultiver pour rendre son nom célèbre. Nestor, après cela, prend la parole et lui propose je ne sais combien de pratiques tout à fait belles. J'ai lu ce discours en public à Lacédémone, et je dois le lire ici dans 3 jours, à l'école de Philostrate, avec beaucoup d'autres morceaux qui méritent d'être entendus. Je m'y suis engagé à la prière d'Eudicos, fils d'Apémente. Tu me feras plaisir de t'y rendre et d'amener avec toi d'autres personnes en état d'en juger. Socrate. Cela sera, s'il plaît à Dieu, Hippias. Pour le présent, réponds à une petite question que j'ai à te faire à ce sujet et que tu m'as rappelée à l'esprit fort à propos. Il n'y a pas longtemps, mon cher ami, que, causant avec quelqu'un et blâmant certaines choses comme laides, et en approuvant d'autres comme belles, il m'a jeté dans un grand embarras par ses questions insultantes. Socrate, m'a-t-il dit, d'où connais-tu donc les belles choses et les laides? Voyons un peu, pourrais-tu me dire ce que c'est que le beau? Moi, je fus assez sot pour demeurer interdit, et je ne sus quelle bonne réponse lui faire. Au sortir de cet entretien, je me suis mis en colère contre moi-même, me reprochant mon ignorance, et me suis bien promis que le premier de vous autres sages que je rencontrerai, je me ferai instruire, et qu'après m'être bien exercé, j'irai retrouver mon homme et lui présenter de nouveau le combat. Ainsi, tu viens, comme je disais, fort à propos. Enseigne-moi à fond, je te prie, ce que c'est que le beau, et tâche de me répondre avec la plus grande précision, de peur que cet homme ne me confonde de nouveau et que je lui apprête à rire pour la seconde fois. Car sans doute tu sais tout cela parfaitement, et parmi tant de connaissances que tu possèdes, celle-ci est apparemment une des moindres. Hippias. Oui, Socrate, une des moindres. Ce n'est rien en vérité. Socrate. Tant mieux, je l'apprendrai facilement, et personne désormais ne se moquera de moi. Hippias. Personne, j'en réponds. Ma profession, sans cela, n'aurait rien que de commun et de méprisable. Socrate. Par Junon, tu m'annonces une bonne nouvelle, Hippias, s'il est vrai que nous puissions venir à bout de cet homme. Mais ne te gênerais-je pas si, faisant ici son personnage, j'attaque tes discours à mesure que tu répondras, afin de m'exercer davantage? Car je m'entends assez bien à faire des objections, et si cela t'est indifférent, je veux te proposer mes difficultés pour être plus ferme dans ce que tu m'apprendras. Hippias. Argumente, j'y consens. Aussi bien, comme je t'ai dit, cette question n'est pas d'importance, et je te mettrai en état d'en résoudre de bien plus difficiles, de façon qu'aucun homme ne pourrait te réfuter. Socrate. Tu me charmes en vérité. Allons, puisque tu le veux bien, je vais me mettre à sa place et tâcher de t'interroger. Si tu récitais en sa présence ce discours que tu as, dis-tu, composé sur les belles occupations, après l'avoir entendu, et au moment que tu cesserais de parler, il ne manquerait pas de t'interroger avant toute chose sur le beau,
car telle est sa manie. Et il te dirait: étranger délice, n'est-ce point par la justice que les justes sont justes? Répond Hippias, comme si c'était lui qui te fit cette demande. Hippias: je réponds que c'est par la justice. Socrate: la justice n'est-elle pas quelque chose de réel? Hippias: sans doute. Socrate: n'est-ce point aussi par la sagesse que les sages sont sages, et par le bien que tout ce qui est bon est bon? Hippias: assurément. Socrate: cette sagesse et ce bien sont des choses réelles, et tu ne diras pas apparemment qu'elles n'existent point. Hippias: qui pourrait le dire? Socrate: toutes les belles choses pareillement ne sont-elles point belles par le beau? Hippias: oui, par le beau. Socrate: ce beau est aussi quelque chose de réel, sans doute. Hippias: certainement. Socrate: étranger, poursuivra-t-il, dis-moi donc ce que c'est que ce beau. Hippias: celui qui fait cette question, Socrate, veut-il qu'on lui apprenne autre chose, sinon qu'est-ce qui est beau? Socrate: ce n'est pas là ce qu'il demande, ce me semble, Hippias, mais ce que c'est que le beau. Hippias: et quelle différence y a-t-il entre ces deux questions? Socrate: est-ce qu'il ne te paraît pas qu'il y en ait? Hippias: non, il n'y en a point. Socrate: il est évident que tu sais cela mieux que moi. Cependant, fais attention, mon cher. Il te demande non pas qu'est-ce qui est beau, mais ce que c'est que le beau. Hippias: je comprends, mon cher ami. Je vais lui dire ce que c'est que le beau, et il n'aura rien à répliquer. Tu sauras donc, puisqu'il faut te dire la vérité, que le beau, c'est une belle fille. Socrate: par le chien, Hippias, voilà une belle et brillante réponse. Si je réponds ainsi, aurais-je répondu et répondu juste à la question, et n'aura-t-on rien à répliquer? Hippias: comment le ferait-on, Socrate, puisque tout le monde pense de même, et que ceux qui entendront ta réponse te rendront tous témoignage qu'elle est bonne? Socrate: soit, je le veux bien. Voyons, Hippias, que je répète en moi-même ce que tu viens de dire. Cet homme m'interrogera à peu près de cette manière. Socrate, réponds-moi. Toutes les choses que tu appelles belles, ne sont-elles pas belles en supposant qu'il y a quelque chose de beau par soi-même? Et moi, je lui répondrai qu'en supposant que le beau est une belle fille, on a trouvé ce par quoi toutes les choses sont belles. Hippias: crois-tu qu'il entreprenne, après cela, de te prouver que ce que tu donnes pour beau ne l'est point, ou s'il entreprend, qu'il ne se couvrira pas de ridicule? Socrate: je suis bien sûr, mon cher, qu'il l'entreprendra. Mais s'il se rend ridicule par là, c'est que la chose elle-même fera voir. Je veux néanmoins te faire part de ce qu'il me dira. Hippias: voyons. Socrate: que tu es plaisant, Socrate, me dira-t-il. Une belle cavale n'est-elle pas quelque chose de beau, puisque Apollon lui-même l'a vantée dans un de ses oracles? Que répondrons-nous, Hippias? N'accorderons-nous pas qu'une cavale est quelque chose de beau,
Je veux dire une cavale qui soit belle, car comment oser soutenir que ce qui est beau n'est pas beau? Hippias. Tu dis vrai, Socrate, et le dieu a très bien parlé. En effet, nous avons chez nous des cavales parfaitement belles. Socrate. Fort bien, dira-t-il. Mais quoi? Une belle lyre n'est-elle pas quelque chose de beau? En conviendrons-nous, Hippias? Hippias. Oui. Socrate. Cet homme me dira, après cela, j'en suis à peu près sûr, je connais son humeur. Quoi donc, mon cher ami? Une belle marmite, n'est-elle pas quelque chose de beau? Hippias. Quel homme est-ce donc là, Socrate? Qu'il est mal appris d'oser employer des termes si bas dans un sujet si noble. Socrate. Il est ainsi fait, Hippias. Il ne faut point chercher en lui de politesse. C'est un homme grossier, qui ne se soucie que de la vérité. Il faut pourtant lui répondre, et je vais dire le premier, mon avis. Si une marmite est faite par un habile potier, si elle est unie, ronde et bien cuite, comme sont quelques-unes de ces belles marmites à 2 anses qui tiennent 6 mesures et sont faites autour. Si c'est d'une pareille marmite qu'il veut parler, il faut avouer qu'elle est belle, car comment dirions-nous que ce qui est beau n'est pas beau? Hippias. Cela ne se peut, Socrate. Socrate. Une belle marmite est donc aussi quelque chose de beau, dira-t-il? Réponds. Hippias. Mais oui, Socrate, je le crois. Ce meuble, à la vérité, est beau quand il est bien travaillé. Mais tout ce qui est de ce genre ne mérite pas d'être appelé beau si tu le compares avec une belle cavale, une belle fille et toutes les autres belles choses. Socrate. À la bonne heure. Je comprends maintenant comment il nous faut répondre à celui qui nous fait ces questions. Mon ami, lui dirons-nous, ignores-tu combien est vrai le mot d'Héraclite, que le plus beau des singes est laid si on le compare à l'espèce humaine? De même, la plus belle des marmites, comparée avec l'espèce des filles, est laide, comme dit le sage Hippias. N'est-ce pas là ce que nous lui répondrons, Hippias? Hippias. Oui, Socrate, c'est très bien répondu. Socrate. Un peu de patience, je te prie. Voici à coup sûr ce qu'il ajoutera. Quoi, Socrate? N'arrivera-t-il pas aux filles, si on les compare avec des déesses, la même chose qu'aux marmites si on les compare avec des filles? La plus belle fille ne paraîtra-t-elle pas laide en comparaison? Et n'est-ce pas aussi ce que dit Héraclite que tu cites, que l'homme le plus sage ne paraîtra qu'un singe vis-à-vis de Dieu pour la sagesse, la beauté et tout le reste? Accorderons-nous, Hippias, que la plus belle des filles est laide comparée aux déesses? Hippias. Qui pourrait aller là contre Socrate? Socrate. Si nous lui faisons cet aveu, il se mettra à rire et me dira « Socrate, te rappelles-tu la question que je t'ai faite ?» Oui, répondrai-je, tu m'as demandé ce que c'est que le beau. Et puis, reprendra-t-il, étant interrogé sur le beau, tu me donnes, pour belle, une chose qui, de ton propre aveu, n'est pas plutôt belle que laide. Il y a bien apparence, lui dirai-je. Ou que me conseilles-tu, mon cher ami, de lui répondre? Hippias. Réponds comme tu l'as fait avec raison, que l'espèce humaine n'est pas belle en comparaison des dieux. Socrate.
Mais, poursuivra-t-il, si je t'avais demandé au commencement qu'est-ce qui est en même temps beau et laid, et que tu m'eusses fait cette réponse, n'aurais-tu pas bien répondu? Te semble-t-il encore que le beau par soi-même, qui orne et rend belles toutes les autres choses du moment qu'elles en participent, soit une fille, une cavale, une lyre? Hippias. Si c'est là, Socrate, ce qu'il veut savoir, rien n'est plus aisé que de lui dire ce que c'est que ce beau qui sert d'ornement à tout le reste, et dont la présence embellit toute chose. Cet homme, à ce que je vois, est un imbécile, qui ne se connaît pas du tout en beauté. Tu n'as qu'à lui répondre « Ce beau que tu me demandes n'est autre que l'or ». Il sera bien embarrassé, et ne s'avisera pas de te rien répliquer. Car nous savons tous que partout où l'or se trouve, ce qui paraissait laid auparavant paraîtra beau dès que l'or lui servira d'ornement. Socrate. Tu ne connais pas l'homme, Hippias. Tu ignores jusqu'à quel point il est difficile, et combien il a de peine à se rendre à ce qu'on lui dit. Hippias. Qu'est-ce que cela fait, Socrate? Il faut au bon gré mal gré qu'il se rende à une raison quand elle est bonne, ou sinon qu'il se couvre de ridicule. Socrate. Eh bien, mon cher, bien loin de se rendre à cette réponse, il s'en moquera, et me dira « Insensé que tu es, penses-tu que Phidias fut un mauvais artiste ?» Bien au contraire, lui répondrai-je, ce me semble. Hippias. Et tu auras raison. Socrate. Je le crois, mais lorsque j'aurai reconnu que Phidias est un habile sculpteur, mon homme répondra « Quoi donc? Phidias, à ton avis, n'avait nulle idée de ce beau dont tu parles ?» Pourquoi, lui dirai-je? C'est, continuera-t-il, parce qu'il n'a point fait d'or les yeux de sa Minerve, ni son visage, ni ses pieds, ni ses mains, bien que tout cela étant d'or dût paraître très beau, mais d'ivoire. Il est évident qu'il n'a fait cette faute que par ignorance, ne sachant pas que c'est l'or qui embellit toutes les choses dans lesquelles il entre. Lorsqu'il nous parlera de la sorte, que lui répondrons-nous, Hippias? Hippias. Cela n'est pas difficile. Nous lui dirons que Phidias a bien fait, car l'ivoire est beau aussi, je pense. Socrate. Pourquoi donc, répliquera-t-il? Pourquoi donc, répliquera-t-il, Phidias n'a-t-il pas fait de même le milieu des yeux d'ivoire, mais d'une pierre précieuse, ayant cherché celle qui va le mieux avec l'ivoire? Est-ce qu'une belle pierre est aussi une belle chose? Le dirons-nous, Hippias? Hippias. Oui, lorsqu'elle convient. Socrate. Et lorsqu'elle ne convient pas, accorderai-je ou non qu'elle est laide? Hippias. Accorde-le lorsqu'elle ne convient pas. Socrate. Mais quoi, me dira-t-il, ô habile homme que tu es, l'ivoire et l'or n'embellissent-ils point les choses auxquelles ils conviennent? N'en laidissent-ils point celles auxquelles ils ne conviennent pas? Nierons-nous qu'il ait raison ou l'avouerons-nous? Hippias. Nous avouerons que ce qui convient à chaque chose la fait belle. Socrate. Quand on fait bouillir, dira-t-il, cette belle marmite dont nous parlions tout à l'heure, pleine d'une belle purée, quelle cuillère convient à cette marmite? Une d'or ou de bois de figuier? Hippias. Par Hercule,
Quelle espèce d'homme est-ce donc là, Socrate? Ne veux-tu pas me dire qui c'est? Socrate. Quand je te dirai son nom, tu ne le connaîtrais pas. Hippias. Je connais du moins dès à présent que c'est un ignorant. Socrate. C'est un questionneur insupportable, Hippias. Que lui répondrons-nous cependant, et laquelle de ces 2 cuillères dirons-nous qui convient le mieux à la purée et à la marmite? N'est-il pas évident que c'est celle de figuier, car elle donne une meilleure odeur à la purée. D'ailleurs, mon cher, il n'est point à craindre qu'elle casse la marmite, que la purée se répande, que le feu s'éteigne, et que les convives soient privés d'un excellent mets. Accident auquel la cuillère d'or exposerait. En sorte que nous devons dire, selon moi, que la cuillère de figuier convient mieux que celle d'or, à moins que tu ne sois d'un autre avis. Hippias. Elle convient mieux, en effet, Socrate. Je t'avouerai pourtant que je ne daignerai pas répondre à un homme qui me ferait de pareilles questions. Socrate. Tu aurais raison, mon cher ami. Il ne te conviendrait pas d'entendre des termes aussi bas, richement vêtus comme tu es, chaussé élégamment, et renommé chez les Grecs pour ta sagesse. Mais pour moi, je ne risque rien à converser avec ce grossier personnage. Instruis-moi donc auparavant, et réponds à cause de moi. Si la cuillère de figuier, dira-t-il, convient mieux que celle d'or, n'est-il pas vrai qu'elle est plus belle, puisque tu es convenu, Socrate, que ce qui convient est plus beau que ce qui ne convient pas? Avouerons-nous, Hippias, que la cuillère de figuier est plus belle que celle d'or? Hippias. Veux-tu, Socrate, que je t'apprenne une définition du beau, avec laquelle tu couperas court à toutes les questions de cet homme? Socrate. De tout mon cœur. Mais dis-moi auparavant des 2 cuillères dont je parlais à l'instant, quelle est celle que je lui donnerais pour la plus convenable et la plus belle? Hippias. Eh bien, réponds-lui, si tu le veux, que c'est celle de figuier. Socrate. Dis maintenant ce que tu voulais dire tout à l'heure, car pour ta précédente définition, que le beau est la même chose que l'or, il est aisé de la réfuter et de prouver que l'or n'est pas plus beau qu'un morceau de bois de figuier. Voyons donc ta nouvelle définition du beau. Hippias. Tu vas l'entendre. Il me paraît que tu cherches une beauté telle que jamais et en aucun lieu elle ne paraisse laide à personne. Socrate. C'est cela même, Hippias. Tu conçois fort bien ma pensée. Hippias. Écoute donc, car si on a un seul mot à répliquer à ceci, dis hardiment que je n'y entends rien. Socrate. Dis au plus vite, au nom des dieux.